Bonsoir camarades, amis artésiens, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Et bonsoir autour de cette superbe table. Retour d'Anand Ndiaye. L'actualité ce soir, c'est le scandale des poupées sexuelles pour usage pédocriminel vendues sur la plateforme en ligne du géant chinois Shein. Les porte-paroles du groupe de e-commerce assurent prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas. Ce qui s'est passé depuis vendredi à Pauline de Malherbe est grave, inacceptable, intolérable. Nous serons en totale transparence avec la justice. Nous collaborerons à 100% avec la justice et nous répondrons à l'ensemble des questions qu'ils nous posent. Un scandale qui entache Shein et qui intervient au moment où le groupe ouvre un immense espace au BHV à Paris. Le BHV est accusé d'être peu regardant sur les conditions de fabrication et la nuisance environnementale de ces vêtements jetables. Les plateformes de e-commerce deviennent-elles littéralement hors de contrôle? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et c'est le prix Goncourt. Et oui, c'est Laurent 2025. Mauvigné qui a été décoré, qui reçoit le prix Goncourt pour La Maison Vide. Les éditions de Minuit sont ravis. C'est une sorte de saga familiale. Mais l'Académie Goncourt, c'est aussi une grande famille. En tout cas, une maison pleine d'histoires. Une cabine pleine de poésie, je crois, avec vous, Très, Marie. très poétique, une invention pour aider les gens à faire leur deuil. Une cabine pour téléphoner aux morts, il y en a désormais dans le monde entier. Et pas un portable, une cabine téléphonique. C'est ça, à tout à l'heure. Et pour commencer, on évoque le procès du cimentier français Lafarge qui s'est ouvert à Paris ce matin. La multinationale est jugée pour financement du terrorisme en Syrie entre 2012 et 2014. Il lui est reproché d'avoir payé des groupes djihadistes, dont Daesh, pour poursuivre son activité dans le pays dévasté par la guerre civile. Le cimentier était-il racketé par les groupes djihadistes ou complice au nom de l'appât du gain? Pour en parler, on reçoit les journalistes d'investigation Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois. Marie-Christine Tabet, Christophe Dubois, bonsoir. Je vous présente Anand Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Je rappelle que vous avez fait paraître, c'était en février chez Stock, La part du diable, votre enquête incroyablement exhaustive et précise sur l'affaire Lafarge. Est-ce que de votre point de vue, Christophe Dubois, ce procès, c'est un procès historique, une multinationale, Lafarge donc, la cimenterie, jugée pour financement du terrorisme? C'est un procès totalement historique, puisque c'est la première fois qu'une entreprise est poursuivie pour le financement du terrorisme. Et sachant que ce profil, dans quelques mois, ou on ne sait pas exactement quand, peut être un autre procès pour une complicité de crimes contre l'humanité. Donc on est vraiment dans une symbolique, un peu plus qu'une symbolique, puisque là on a des personnes qui sont poursuivies, qui risquent des peines de prison, et également ce qu'on appelle la personne morale, donc l'entreprise Lafarge, dont la réputation risque d'être très salement ternie par cette affaire. Elle l'est déjà, entachée. Écoutez, on va en parler dans un instant, mais pour évoquer cette éventuelle complicité, était-ce voulu ou alors insu? C'est toute la question. Vous avez le profil idéal, et Gaël Legras le prouve. Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, vous avez rédigé La part du diable, le pacte secret entre Lafarge et Daesh. Le procès sur le financement du terrorisme en Syrie par le cimentier français s'ouvre aujourd'hui à Paris. Pour en comprendre toutes les subtilités, vous avez le profil idéal. La société et 8 anciens employés comparaissent pour avoir passé des arrangements financiers pendant la guerre civile en Syrie avec des djihadistes, dans le but de maintenir l'activité de son usine à Djalabiya. Ils sont poursuivis pour le financement du terrorisme, mais également pour complicité de crimes contre l'humanité, dites-vous Christophe Dubois. En novembre 2016, l'ONG Sherpa, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, ainsi que 11 anciens employés syriens du cimentier, déposent plainte contre Lafarge, sa filiale syrienne et ses dirigeants. Sherpa est représenté par l'avocate Marie Dosé. Que ce soit 2011, 2012, 2013, 2014, si cette société est restée en Syrie et si elle est la seule à être restée en Syrie, c'est bien parce qu'elle a dû, pour poursuivre son entreprise et son activité économique, c'est bien parce qu'elle a dû coopérer avec l'EI. Sans cela, ce n'était pas possible. L'usine de Djalabiya est inaugurée en 2010. Elle a coûté 700 millions d'euros. Entre 2013 et 2014, Lafarge aurait versé 5 millions à des groupes islamistes, dont Daesh, comme le suggère cet ancien sous-traitant du cimentier en Syrie.
Grâce à votre enquête, vous avez eu accès à des mails qui montrent que des contrats avec l'État islamique ont été rédigés, alors même qu'à cette période, des Français avaient été pris en otage à quelques kilomètres du siège de l'entreprise. Selon vous, Marie-Christine Tabet, il ne s'agit pas que d'une affaire privée, mais aussi d'une affaire d'État. Tout le monde savait que cette usine était là. Quand je dis tout le monde, ça veut dire l'État français, ses services de renseignement, son ambassade. Marie-Christine Tabet, alors Lafarge, pour sa défense, avance que s'ils sont restés en Syrie jusqu'au 19 septembre 2014, je crois, moment où l'usine a été saisie, c'est pour continuer à payer les employés et entretenir, enfin permettre aux familles de survivre, et puis pour permettre aux membres de la DGSE de se servir de l'usine comme base arrière pour recueillir des informations. Donc c'est de l'humanisme et du patriotisme. Est-ce que c'est recevable, ces explications? Alors, je résume, évidemment. Non, mais c'est tout à fait bien résumé. Donc effectivement, c'est la défense de Lafarge. Depuis le début, oui. Les différents protagonistes, les dirigeants de l'entreprise, ils expliquent qu'ils sont là, certains pour effectivement maintenir, parce que c'est vrai que c'est une zone d'activité où Lafarge partie, il n'y aurait plus eu d'activité du tout. On est aux confins du désert syrien, zone kurde, bon, ça c'est certain. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les autres entreprises françaises et internationales avaient quitté la Syrie. À commencer par Total. À commencer par Total, par Bell, par différentes entreprises, tout le monde était parti. Et donc, cet argument, c'est un argument de défense. Oui. Les services secrets, c'est également un argument de défense, mais tout est vrai, parce qu'ils ont effectivement continué à payer. Et les services secrets, c'est également un argument de défense, parce que l'usine a permis... La France n'avait plus d'ambassade en Syrie depuis mars 2012. Donc, l'usine permet de faire remonter des éléments d'information que personne n'avait. Et en plus, les dirigeants de Lafarge vont voir l'ambassade, vont au Quai d'Orsay. En clair, tout le monde est au courant qu'ils sont là-bas. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, d'ailleurs, les Américains ont noté ça dans leur propre enquête, c'est-à-dire que l'État devait le savoir. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'explique pas tout. C'est-à-dire, il y a un moment où, quand même, ils sont restés. Ils ont eu conscience, puisqu'il y a des mails qui le disent, de financer le terrorisme. Ils l'ont dit d'ailleurs, si on continue, on va donner de l'argent à Daesh. Et ils ont continué. Ah, donc Christophe Dubois, ça veut dire qu'ils ont donné sciemment cet argent au groupe terroriste. Alors, oui, puisqu'il y a même un contrat qui a été signé à un moment donné entre le groupe Lafarge et le groupe État islamique. Donc c'est écrit noir sur blanc. Et donc là, on est plutôt en fin de cette époque jusqu'à l'assaut qui donne fin à cette collaboration pour le fin 2014, à l'automne contre nature entre ce groupe français et ce groupe terroriste. Mais pour rebondir sur ce que dit Marie-Christine, c'est vrai que l'usine sert quasiment de base de renseignement, mais c'est presque un argument qu'on peut retourner contre Lafarge, c'est-à-dire qu'ils étaient exactement informés de la situation et qu'ils savent très bien qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir quelle est la nature de ces groupes, djihadistes. Et que ces informations sont remontées non seulement au sein de la centrale de Lafarge à Paris, mais ces télégrammes ou ces informations sont rebasculées quasiment en direct à la DGSE. Et c'est vrai qu'on a retrouvé la trace de messages internes de Lafarge qui sont copiés-collés sur des télégrammes ou des dépêches des services de renseignement français. Alors, Lafarge, on va évoquer ça avec vous et avec Anna, Lafarge a réglé ses comptes avec les États-Unis lors d'une action en justice aux États-Unis, un plaidé coupable, comme on dit. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'affaire, elle était tombée sous la juridiction américaine dès 2017 pour la simple raison que les paiements effectués à l'État islamique avaient été faits en dollars. Et 5 ans plus tard, donc en octobre 2022, Lafarge et le département de la justice des États-Unis finissent par trouver un accord. Voilà ce que déclarait le procureur fédéral de Brooklyn. L'entreprise française, je cite, a fait le choix impensable de collaborer avec l'État islamique afin de continuer à vendre du ciment. Lafarge a donc plaidé coupable pour financement du terrorisme, et ça, c'est une première devant les tribunaux américains. Et elle a aussi accepté de payer une amende de 778 millions de dollars pour clore ce dossier. Alors en France, le groupe encourt une amende d'un peu plus d'1 million d'euros pour financement du terrorisme. Marie-Christine Tabet, imaginons que Lafarge soit condamné. Il paiera de toute façon beaucoup moins qu'aux États-Unis. Ça vous paraît logique ? Non, ça n'est pas logique. D'ailleurs, les États-Unis n'ont quasiment fondé leur enquête qu'à partir des éléments
d'instruction française. Ils ont été plus rapides, ils ont plaidé coupable. Alors après, quand on dit Lafarge a plaidé coupable aux États-Unis, il y a une affaire dans l'affaire, c'est-à-dire Lafarge, c'est Holcim aujourd'hui qui a absorbé Lafarge et qui n'a qu'une envie, la société suisse, pardon, et qui n'a qu'une envie de c'était les deux concurrents, qui a qu'une envie, c'est d'oublier Lafarge. C'était les deux concurrents qui ont fusionné pendant l'affaire Lafarge et pendant l'affaire syrienne. Mais comment comprendre qu'en 2022, il y ait un plaidé coupable aux États-Unis et qu'en 2025, alors que le procès vient de s'ouvrir ce matin à Paris, il puisse y avoir autre chose qu'une attestation, une assomption de la culpabilité. C'est pour des gens qui sont des néophytes et qui se disent mais c'est pas possible. Ce sont deux logiques très, très différentes. On a une logique de deal, donc effectivement, on tourne la page moyennant le versement d'une amende 778 considérable. milliards Et à peu près d'ailleurs, pour l'anecdote, la valeur de l'usine, qui est un investissement, il faut le rappeler, qui était l'investissement le plus important de Lafarge, ce qui peut peut-être expliquer aussi cette volonté presque aveugle de la maintenir en activité, parce que sinon c'est faire le deuil d'un investissement, même si c'est une multinationale qui fait des chiffres d'affaires astronomiques, c'est quand même une perte éventuellement sèche qui ne peut pas être assumée. La logique française, c'est une logique purement judiciaire, donc où là, on risque autre chose, c'est-à-dire des peines de prison. Enfin, ce sont des peines théoriques, mais on est sur un autre terrain. Oui. Marie-Christine Tabé, on peut dire qu'indirectement, l'argent versé par Lafarge a permis de financer les attentats de 2015, dont on va commémorer les 10 ans au Bataclan, l'attentat de Bataclan. On ne peut pas le dire, et la justice ne le dit pas. C'est-à-dire, est-ce que du sang a été versé à cause de Lafarge? On ne sait pas. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que dans cette zone sont passés beaucoup de Français, qu'il y a dans le dossier des éléments assez précis. Il y a notamment un Marocain qu'on a retrouvé, pas nous, mais que l'enquête judiciaire a retrouvé dans des geôles marocaines à Salé, et qui explique qu'effectivement les terroristes sont passés par là, qu'il en a vu, qu'il en a connu. Dans les informations de renseignement qu'a fait remonter l'usine, il y a des terroristes dont on avait perdu la trace, qui ont été signalés aux abords de l'usine. Et il y a un chiffre d'affaires qui a été fait par cette usine quand elle a été prise par Daesh, à peu près 1 million de dollars, je crois, qui ont alimenté quand même les caisses de l'entreprise terroriste. Mais une dernière question, Christophe Dubois. Parmi les chefs djihadistes de l'époque qui auraient racketté ou touché de l'argent de Lafarge, il y a l'actuel président syrien, qui à l'époque s'appelait Al-Joulani, qui travaillait pour Al-Nosra, qui était un djihadiste, et qui aujourd'hui s'appelle Al-Shara. Est-ce qu'il va être appelé à la barre? Ça semble impossible, évidemment, mais en tout cas, c'est attesté. En tout cas, il est cité à 2 reprises, l'actuel président syrien, dans ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi. Donc c'est le résultat, la synthèse des investigations qui ont été menées pendant 4 ans. Et il est cité effectivement comme étant le représentant de l'un des groupes terroristes djihadistes, Al-Nosra, qui rackette Daesh. Donc effectivement, il y a une espèce de... quelque chose de très vertigineux. On peut appeler ça de la réelle politique. Mais en tout cas, le fait est que ça sera aussi un argument probablement utilisé par la défense des hommes mis en cause dans cette affaire pour dire pourquoi on nous poursuit, nous, alors qu'aujourd'hui, on traite et on reçoit, si j'ai bien compris, même bientôt aux États-Unis. Donald Trump doit le recevoir dans quelques temps. Un ex-racketteur. Absolument. Donc à suivre, le procès dure à Paris, donc le procès de Lafarge. Des prévenus, ils sont 8, plus la personne morale, jusqu'au 16 décembre. Et je renvoie à votre excellente enquête, La part du diable, parue chez Stock. Merci à tous les deux d'être venus préciser plusieurs points. On passe à notre débat sur le scandale des poupées à usage pédopornographique, pédocriminel, vendues par la plateforme Shein. L'indignation est unanime en France, d'autant que Shein s'apprête à ouvrir un espace de vente au BHV à Paris. Temu, AliExpress, Joybuy, Shein, mais aussi Amazon. Ces plateformes d'e-commerce, comme on dit, sont-elles devenues totalement incontrôlables? On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Mètres carrés au 6e étage du BHV dans le centre de Paris. Shein ouvrira demain sa première boutique physique en plein scandale. Le site internet chinois proposait à la vente des poupées sexuelles avec visage et corps de fillettes. Le directeur du BHV tente de s'extirper de la polémique. Tout ce qui sera vendu au BHV sera conforme
respectera la législation française et européenne. Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Le descriptif des poupées, vendues en ligne également sur le site chinois AliExpress, ne laisse aucun doute. Jouets de masturbation masculine avec vrai vagin et anus. Shein assure avoir retiré les produits de la vente et se dit prêt à livrer le nom des acheteurs à la justice. Nous serons en totale transparence avec la justice. C'est mon devoir en tant que représentant de Chine aujourd'hui d'être en mesure de dire à mes clients qu'il y aura une mise en conformité sur l'ensemble des choses qui nous ont été reprochées. Un devoir rappelé sans ménagement hier par le ministre de l'économie. Là, on a dépassé les bornes. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. Ce n'est pas la première fois qu'un géant chinois du e-commerce se retrouve dans le collimateur des autorités françaises, mais aussi européennes. Depuis l'an dernier, Bruxelles accuse Temu de violer la législation européenne. Nous avons reçu plusieurs plaintes d'associations de consommateurs. Plusieurs produits nous ont été signalés, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques ou encore des jouets. Alors, au vu du nombre toujours plus impressionnant de colis livrés sur le marché européen, par des acteurs du e-commerce toujours plus nombreux et florissants, comment s'assurer de la conformité et de la légalité des produits? Les plateformes sont-elles hors de contrôle? Énormément de questions pour nos trois spécialistes. Laetitia Lamarie, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et spécialiste du e-commerce, le fameux commerce en ligne. Vous avez co-créé un podcast, Le Café de l'e-commerce, qui décrypte l'actualité donc de ce e-commerce. Et selon vous, ce scandale des poupées n'est pas nouveau. Il y a déjà eu un cas identique chez Amazon il y a de nombreuses années. C'était des objets nazis, je crois. On est en train de découvrir que les plateformes chinoises peuvent vendre impunément des objets illicites. À côté de vous, Jean-Baptiste Souffron, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Bonsoir. Selon vous, les plateformes chinoises n'ont pas du tout pris la mesure du niveau de conformité qui est demandé pour pouvoir vendre des produits à des consommateurs européens. Il faut qu'elles comprennent que leur responsabilité peut être mise en cause tant au civil qu'au pénal. Et Philippe Moati, bonsoir. Vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Votre dernier essai, La plateformisation de la consommation, aux éditions Gallimard. Selon vous, les acteurs chinois du e-commerce sont souvent critiqués pour les zones grises, en quelque sorte, de leur fonctionnement, mais il faut aussi reconnaître leur capacité d'innovation illimitée. Avec tous ces nouveaux acteurs, il faut donc repenser la régulation. Et on démarre avec un chiffre relativement incroyable, le chiffre du jour. 33% des Français, soit un tiers, ont déjà réalisé un achat sur le site chinois Chine durant les 6 derniers mois. Jean-Baptiste Souffron, question très simple. Si ces clients cherchaient une poupée jusqu'à ce week-end, ils pouvaient potentiellement tomber sur ces produits pédopornographiques dont on a parlé ce week-end? Moi, je ne le sais pas, mais visiblement, c'est ce qui a été constaté. Et évidemment, c'est quelque chose qui est inacceptable. En plus, il se trouve qu'en France, c'est contraire à la législation pénale qui interdit la représentation pédopornographique, ce qui fait que c'est absolument anormal. Ce qui choque aussi, c'est le fait qu'il y ait eu des dénonciations qui étaient faites à la DGCCRF, et c'est la DGCCRF, en fait, qui réagit. Mais ça veut dire qu'il y a des dénonciations qui ont dû être faites sur la plateforme elle-même, et qui apparemment n'ont pas été suivis des faits, alors que ça aurait dû être promptement suivi des faits, comme le dit la loi initialement. Et donc, dans ces conditions, on se demande à quel moment, en fait, se déclenche la réaction. C'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'on est sur des marketplaces, sur des sites Internet dont la règle depuis toujours pour permettre le développement d'Internet, c'est qu'ils ne sont pas responsables immédiatement. Il faut leur signaler un problème pour déclencher leur responsabilité. Mais ça implique du coup d'avoir des équipes derrière qui modèrent, qui surveillent, qui réagissent, qui regardent ce qui coûte de l'argent. Ils en ont assez. Voilà. Est-ce qu'ils en ont suffisamment des équipes, M. Moati? En fait, je crois qu'il faut s'enlever l'idée qu'on a un petit bonhomme qui regarde tous les produits vendus sur la plateforme, parce que ça se compte en millions, les produits. Donc c'est plutôt de la technologie, c'est de l'IA qui passe ça. Les algorithmes, de l'IA, tout ça. Alors moi, je raccorde le bénéfice du doute. C'est pour eux, l'activité de marketplace, au départ, ce sont des commerçants qui achètent pour revendre en leur nom.
Depuis 2023, ils ont ouvert une marketplace, une place de marché, c'est-à-dire qu'ils accueillent des commerçants indépendants, en quelque sorte, qui vendent directement des aux revendeurs, consommateurs. donc, c'est ça. Donc ils sont hébergeurs, distributeurs. Voilà, ils sont hébergeurs de marchands qui sont à peu près libres de mettre ce qu'ils veulent sur le site, dans la mesure où la plateforme a un devoir de police, en quelque sorte. Et c'est ce devoir de police qui a visiblement été mal effectué. Voilà. Mais à vérifier tout ça. Mais Laetitia Lamary, ça veut dire qu'en fait, Chine a pu vendre ses produits sans savoir exactement qu'elle les avait en ligne parce qu'elle distribue ce que d'autres fabriquent. C'est comme ça que ça se passe? Ça peut se faire à son insu, presque? Ça peut se faire à son insu quand on manque de contrôle et qu'on laisse place à l'intelligence artificielle et à la technologie. Et c'est ça le cœur du réacteur de Chine, de cette plateforme. C'est avant tout une plateforme technologique qui nous a mis, nous, Européens, un peu à reculons. Et aujourd'hui, elle a pris tellement d'avance que c'est difficile pour nous, alors peut-être pas de réguler, mais en tout cas de mettre en place des garde-fous assez réactifs et qui vont pouvoir anticiper. Mais il y a eu d'autres cas avant? Il y a eu d'autres cas, notamment. Il y a déjà eu des scandales. Et on l'oublie, effectivement. Aujourd'hui, c'est le scandale Chine, parce que malheureusement, Chine fait les choux gras de la presse et surtout va ouvrir son espace sur le BHV Marais. Mais ce n'est pas nouveau. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que Chine a longtemps été décriée comme un vendeur ou un revendeur quand il se place comme une marketplace d'ultra fast fashion. Aujourd'hui, on découvre que ça ne vend autre chose que des crop tops à 7 € et que ça vend des choses tout aussi, en tout cas, moins propres que ce qu'on imaginait. Et c'est ça qui est difficile à accepter. C'est Jean-Baptiste Parce qu'il faut l'accepter, on trouve des choses vraiment c'est-à-dire sales. jusqu'où, Jean-Baptiste François, veut dire qu'on peut trouver des produits illégaux, c'est-à-dire on pense aux armes, on pense aux stupéfiants, ça peut aller jusque-là. Et vous n'aurez pas échappé qu'on ne trouve justement pas de cocaïne ou d'armes sur Chine. Donc il y a bien un contrôle qu'il est possible d'exercer, mais surtout... Pour certains produits. Mais bien sûr, mais surtout il faut bien le rappeler, c'est-à-dire que les obligations qui pèsent sur les plateformes et sur les marketplaces, c'est d'abord de réagir au signalement. D'accord. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est être réactifs. Mais être réactif, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut embaucher des gens qui vont réagir, comme je le dis, au signalement qui leur serait fait. D'accord. Alors, on va évoquer avec vous trois quelque chose que vous savez déjà vraisemblablement, l'étude UFC Que Choisir, qui a été publiée la semaine dernière, Anna, et qui a testé la qualité de produits achetés sur des plateformes chinoises. Les bras vous en tombent. Et ben oui, 162 produits qui ont été achetés sur Shein et Temu, des chargeurs USB, des jouets pour enfants de moins de 3 ans, des bijoux, tous ont été soumis à une série de tests en laboratoire. Et voilà ce qu'on apprend pour les chargeurs USB notamment. Seuls 96% sont non conformes, on le voit ici. Les auteurs de l'étude affirment que les produits sont de mauvaise qualité et font courir des risques réels de brûlures, de chocs électriques et d'incendies. Et c'est encore pire pour les jouets. Un seul jouet sur les 54 achetés a réussi le test des normes européennes. Regardez, 96% de non-conformes pour Temu, 100% pour Shein. Les petites pièces sont trop nombreuses et augmentent le risque d'étouffement. Le bruit de certains jouets est équivalent à celui d'un marteau-piqueur et sur d'autres, ce sont les seuils de substances toxiques qui sont largement dépassés. Alors en 2024, la Fédération européenne des industries du jouet estimait déjà que 95% des jouets vendus sur Temu étaient dangereux. Une étude similaire avait été menée 5 ans plus tôt, en 2020, sur les plateformes cette fois d'Amazon, eBay, d'AliExpress, avec des résultats équivalents. Alors la Commission européenne, elle mène des enquêtes et elle a déjà menacé notamment AliExpress et Temu d'amendes à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires mondial pour non-respect de la traçabilité de leurs fournisseurs. Philippe Moiti, quand on voit le volume qui s'échange sur ces plateformes, c'est environ 12 millions par jour. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces produits vendus par des tiers soient conformes ? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et vous pointez la conformité, mais on pourrait parler des fausses promotions, qui c'est un délit. On barre un prix qui n'a jamais existé pour faire apparaître 80% de remise. Il y a des produits qui sont tellement peu chers, livrés gratuitement, qu'on est forcément sur de la vente à perte. Donc, en fait, c'est des pratiques commerciales qui violent un grand nombre de principes légaux applicables au commerce. Et donc, en fait, on a théoriquement l'arsenal juridique pour contrer. La question est de savoir pourquoi n'y arrive-t-on pas. Donc, je m'adresse aux juristes, pourquoi n'y arrive-t-on pas? Non, mais avant que vous adressiez aux juristes, une question à Laetitia Lamary. Est-ce qu'il y a que les plateformes chinoises qui sont incriminées et incriminables à raison, ou d'autres, Amazon et d'autres? Il y en a d'autres, il y a la plateforme américaine Amazon, mais Amazon aujourd'hui, elle fait preuve de respectabilité. On n'en parle presque plus. Et pourtant, on peut retrouver les mêmes revendeurs tiers qu'on va trouver sur Shein ou Temu. Je voudrais juste revenir sur le principe de marketplace, de place de marché. Ce principe-là, c'est on n'est pas distributeur. On va héberger d'autres vendeurs qui vont vendre sur notre plateforme et on va s'engager
normalement c'est ça, à respecter la traçabilité des vendeurs et des objets qui sont vendus. Là, on se rend bien compte que ça n'a pas été opéré, c'est une défaillance. Et c'est une défaillance que Amazon a essayé de combattre, et c'est comme ça qu'Amazon a un peu redoré son image. Mais non, il n'y a pas que Shein et Temu et ces plateformes chinoises, sauf qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que ce sont les plateformes les plus téléchargées. La difficulté, c'est que des produits qui disparaissent aujourd'hui peuvent réapparaître demain. On peut les retrouver ailleurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans ce que vous présentiez, il y a cette plateforme de JD.com qui arrive, Joybuy, qui arrive dans quelques jours. Il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui arrive. C'est un commerçant. Mais ça veut dire, pardon Jean-Baptiste, qu'on est complètement impuissant quand le ministre de l'économie menace d'interdire Chine en cas de récidive. Est-ce qu'on peut vraiment le faire ou pas ? On peut totalement le faire. Ça a été fait par exemple pour Russia Today dans une autre hypothèse, et c'est quelque chose qui techniquement est tout à fait envisageable. C'est pas la difficulté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de normes, de droits, de règles, c'était très parlant avec l'exemple sur les jouets. Des jouets, les normes européennes, c'est pas des normes qui sont faites pour embêter les gens, c'est des normes qui sont faites pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe avec le jouet qui lui a été offert pour Noël. C'est pour éviter que la peinture qui est sur son cadeau finisse par lui causer des brûlures ou quelque chose de ce genre. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des accidents. Nécessairement. Si c'est pas aux normes, c'est que c'est défectueux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va attendre ? C'est-à-dire d'avoir effectivement un moment où on décide d'interdire, de ne pas le faire, etc. Il y a un débat qui doit se faire. Typiquement, sur les premiers exemples qui étaient arrivés, c'était sur des ventes d'objets nazis sur Yahoo, il y a déjà très longtemps. Et à l'époque, Yahoo avait mené le débat juridique jusqu'au bout, parce qu'ils disaient, bon, il faut qu'on sache ce qui est blanc, ce qui est noir, comment on fait. Mais ils n'avaient pas attendu pour interdire la vente d'objets nazis partout et pour mettre en place des règles qui visaient justement à le contrôler du mieux possible. Là, on a un peu l'impression qu'on est face à des gens aussi qui essayent un peu de chercher les trous de la raquette pour continuer à atteindre le marché européen, qui est le marché le plus intéressant, sur lequel le plus juteux pour eux. Bien sûr. Et Philippe Moati, sans parler des dommages environnementaux liés à ces objets jetables, fabriqués... Fabriqués, on ne sait pas comment, jetables, effectivement, donc transportés en avion pour l'essentiel. Les conditions sociales de production qui sont certainement pas très glorieuses, on le sait, les sous-traitants sont mis à très dure épreuve, pas seulement Chine, et peut-être même les autres en réalité, parce qu'on a trouvé le bouc émissaire en réalité. On adore détester cette marque, mais... En fait, si on regarde un peu ce qu'il y a sous le tapis, beaucoup de sites de e-commerce, voire d'enseignes du monde physique, ont des pratiques, alors non pas de vendre des produits dangereux, mais... dans les magasins, dans nos magasins aussi, parce que c'est vrai que là, on se dit, le diable se cache dans le e-commerce, mais est-ce que ça, c'est aussi dans nos magasins physiques ? C'est aussi dans nos magasins, dans une enseigne très connue d'articles de sport qui a fait la une il n'y a pas très longtemps, parce que un sous-traitant en Chine, c'est des chaînes de sous-traitance, finalement, on faisait travailler des enfants, etc. Donc voilà, dans la mesure où on ne maîtrise pas sa production, qu'on la sous-traite, et qu'on la sous-traite en Asie, et qu'on est confronté à une concurrence par les prix, qui impose de bien maîtriser ses coûts, les aspects sociaux, quelquefois, sont mis au rencard. Décathlon, pour dire les choses très clairement. Exactement, Alors, les procédures de vérification, de contrôle existent, mais il y a beaucoup d'obstacles, vous le disiez, à leur mise en œuvre. Écoutez la porte-parole de la répression des fraudes. La difficulté, c'est que les plateformes vont référencer les produits de manière très différente. Donc certaines plateformes vont avoir des catégories très claires et auxquelles on va pouvoir accéder avec des mots-clés assez explicites. Dans d'autres, ça va être totalement obscur et il va falloir vraiment écumer le site à la main. Aujourd'hui, on a fait le rapport auprès du procureur sur 4 plateformes et on a élargi justement pour essayer de prendre la mesure du phénomène. Laetitia Lamarie, c'est-à-dire que clairement on se retrouve face à des géants, on se sent un petit peu, là aussi dépourvu face à ces... Tellement dépassé. Voilà. Elle parle de décortiquer à la main. Et face à nous, on a des géants avec de l'intelligence artificielle, avec de la data, avec des algorithmes très puissants. On vit pas dans le même siècle. On n'agit pas en tout cas avec les mêmes armes. Oui, c'est ça le problème. Même sémantiquement, le géant chinois ne va pas parler de décortiquer à la main. Si demain Chine va mettre des garde-fous en place, ça va être des garde-fous certainement qui ne seront pas humains, mais très probablement technologiques. Mais Jean-Baptiste Souffron, l'Europe a fait aussi son travail, puisqu'il y a une législation sur les services numériques qui s'appelle DSA. Voilà, elle est là. Quand on lit tout ce qu'elle prévoit, cette législation, on se dit, on a l'outillage. Le Digital Service Act. Et on a l'outillage, mais on n'a pas derrière les moyens de la mettre en œuvre. On a les moyens de la mettre en œuvre, c'est pas la question. Le souci, c'est qu'elle n'est pas bête, cette législation. Elle dit, il y a les petits, il y a les moyens, il y a les gros. Et quand vous êtes gros, plus de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne, en fait, vous avez des obligations supplémentaires. Et notamment, vous devez être plus traçable, mieux documenté, etc. Bon, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Maintenant, elle commence à être mise en œuvre. 2024. Voilà, elle commence à être mise en œuvre.
on va bien voir à quel moment on décide de l'appliquer. Mais les sanctions sont sévères. Donc, c'est des sanctions qui se chiffrent en pourcentage du chiffre d'affaires mondial ou qui peuvent se chiffrer en interdiction. Il faut dire que ce n'est pas une interdiction qui arrive comme ça quand un ministre ou quelqu'un décide on interdit. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un problème sur une plateforme ou quelque chose qu'on va pouvoir décider de la censurer comme ça non plus. Donc, elles vont pouvoir avoir des recours, se battre. Mais il est à peu près inévitable que si les choses continuent en l'état, tôt ou tard, on va commencer à avoir des décisions potentielles d'interdiction. Il ne faut pas oublier que même aux États-Unis, qu'avaient décidé les Américains et qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment? Ils ont interdit TikTok. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils l'ont fait. Ils montrent d'une certaine manière la voie. Pourquoi ont-ils pu le faire? Et pourquoi est-ce que nous aurions les capacités d'interdire quand Roland Lescure menace? Pour le coup, ils l'ont fait sans même avoir la législation qui permettait nécessairement de le faire. Ils ont, j'ai envie de dire, inventé la législation au fur et à mesure. Ils ont décidé de le faire et ils l'ont fait. En France, aujourd'hui, vous avez des outils juridiques et techniques qui permettent de le faire. Donc, si à un moment donné, la décision doit être prise, on l'a fait sur les sites pornographiques il y a encore quelques semaines. Est-ce que dans ce cas précis, Philippe Moiti, le levier d'action, c'est pas l'argent? C'est 175 milliards l'an dernier, le chiffre d'affaires d'e-commerce en France, 1,5 milliard de colis livrés. Est-ce qu'il faut frapper les plateformes portefeuilles? Est-ce que c'est que ça qui peut leur faire les impressionner? Et la menace de l'interdiction. Mais il faut bien prendre la menace conscience d'interdiction, ils peuvent la contourner. Alors la menace de l'interdiction, il y a d'autres mesures. Mondialisé, bon. Et puis socialement, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Socialement, ça remplit une fonction. Enfin, vous avez rappelé le taux de pénétration, l'importance de la vente, enfin de la clientèle. Voilà. Si on a la paix sociale aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens peuvent acheter. Les consommateurs entre la seconde main, toutes ces enseignes, y compris dans le monde physique, les Actions et compagnie, qui ont un succès considérable. C'est une soupape qui permet de calmer un peu le climat social. Donc, si on met d'abord à continuer de bâcher ce genre de marques et de clientèle qui les fréquente et qu'on va jusqu'à aux interdictions, attention, il y a cette dimension qu'il ne faut pas Je voudrais juste dire qu'avant de franchir le pas de l'interdiction, il y a eu le cas, notamment avec Wish, qui n'était pas une plateforme chinoise mais une plateforme américaine, et c'était le déréférencement. Ça veut dire que quand on cherchait Wish sur Google, rien n'apparaissait, plus de publicité, aucun lien qui nous redirigeait vers ça. Peut-être que ça peut être une tentative pour Chine, mais Chine s'en sortira toujours, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus uniquement des requêtes sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. On passe par l'intelligence artificielle, sur des LLM, sur ChatGPT et bien d'autres. Et ça aussi, ça peut être un contournement. Et leur meilleur soutien, c'est leur clientèle? C'est ça, vraiment, leur soutien, c'est leur clientèle. Vous avez cité les chiffres. Il y a un taux de pénétration qu'on n'a jamais vu en e-commerce. Ah oui, 30% des Français ont acheté sur Chine depuis... Temu fait mieux, mais c'est encore une plateforme chinoise. C'est du jamais vu en e-commerce. Ça reste vraiment des cas d'école parce que c'est un vrai modèle économique et technologique. Donc les contrecarrer, oui, c'est possible et on a l'arsenal. En revanche, ils ont quand même des coups d'avance pour contourner ça. Ils s'inspiraient des bonnes pratiques parce que, mine de rien, ils sont très critiquables, mais ils ont aussi des bonnes pratiques qui pourraient inspirer les acteurs de la consommation en France. Alors, on parle de Chine en 2025. Regardez ce qui se passait face à l'e-commerce. En 1997, une révolution. On s'émerveillait d'une façon absolument adorable de son arrivée sur nos ordinateurs. C'est l'archive du jour, elle est irrésistible. Les fêtes sont l'occasion de joies et de bonheur, mais aussi de fatigues et de peines à courir les magasins dans la bousculade et les embarras du dernier moment. Avec Internet, c'est sans doute la fin de ces peines grâce aux galeries marchandes. Surf and Buy, la première d'entre elles, permet ainsi au consommateur dans son fauteuil de trouver tranquillement son bonheur. On peut ainsi acheter du foie gras ou des marrons glacés, trouver du matériel de bricolage, farfouiller et découvrir un cru de derrière les ordinateurs, un rhum agricole de la Martinique ou pourquoi pas de la lingerie pour madame, et même entrer dans un magasin de disques et écouter les derniers tubes. On est tout petit, on prend des risques, mais c'est vraiment indispensable. Je crois que c'est vraiment le futur et le futur très proche Internet. En France, avec ces fêtes, la fin de 1997 marquera le départ d'un véritable commerce sur le réseau mondial. Jean-Baptiste Souffront, en même temps qu'elle déferlante, mais aussi en faveur du pouvoir d'achat et aussi une autre manière de consommer. Donc ça a aussi apporté à la croissance française et à la croissance mondiale. Mais c'est pour ça qu'il bénéficie d'un régime qui est particulièrement favorable et que leur responsabilité ne peut pas être mise en cause aussi directement que celle, par exemple, d'un magasin ou d'un vendeur traditionnel. Mais il faut bien comprendre qu'on voit bien que dans la globalisation, il faut que ce genre de choses fasse l'objet d'un dialogue. Si ce dialogue n'existe pas, si on est face à des gens qui vendent, si demain la même plateforme se mettait à
vendre de la cocaïne, par exemple, ou des choses, ou des armes, eh bien, nécessairement, elle serait interdite à ce moment-là, bien évidemment. Et oui, bien sûr, il y a toujours des moyens de contournement, on peut toujours passer autour. Mais enfin, tous les Français, il n'y a pas 33% des Français qui vont aller sur le dark web pour acheter des choses sur ces sites-là. Et ça n'aurait plus aucun intérêt pour eux d'être présents. Mais Philippe Moiti, pour revenir à l'actualité, Chine qui arrive au BHV, est-ce qu'en même temps on peut leur jeter la pierre puisqu'il faut redynamiser le commerce physique? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui redonner la monnaie de la pièce et puis aider les boutiques qui n'arrivent plus à vivre? Dans le cadre du BHV, on peut discuter à l'infini, c'est pas le positionnement historique du BHV, etc. Mais je voudrais dire, parce que vous avez fait de l'histoire, si on fait un peu de prospective, ça se trouve, le débat qu'on vient d'avoir, il est déjà obsolète. Il est déjà obsolète parce que la prochaine révolution, elle a déjà démarré, c'est ce qu'on appelle le commerce agentique. C'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs n'iront plus sur les places de marché, n'iront peut-être même plus dans les magasins. C'est un scénario possible, pas certain. Hein. Demanderont à leur IA d'explorer l'offre, de sélectionner le bon produit et éventuellement même de procéder à l'achat. Donc ces places de marché qui aujourd'hui font l'intermédiaire n'auront plus de raison d'être parce que l'intermédiaire, il sera dans notre téléphone qu'on aura dans la poche. Oui, le commerce agentique. Souscrivez à cette vision du futur. futur. Je suis totalement d'accord. C'est triste, mais c'est déjà ça. Le commerce agentique existe déjà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir faire le shopping à votre place. Elle va connaître et anticiper vos besoins, elle va connaître vos centres d'intérêt, et via l'intelligence artificielle, elle va pouvoir faire votre panier à votre place. Et ça existe déjà sur de nombreux sites. Elle passera par-dessus les plateformes. Peut-être que Chine, on en parlera. Mais ça veut dire quoi? Qu'au final, la responsabilité, c'est celle des consommateurs avant tout, vu ce qui se profile, Jean-Baptiste Souffron? Non, la responsabilité, elle va être partagée entre tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez vendre en France, vendre en Europe, bien évidemment, il va falloir respecter les règles françaises et les règles européennes. On comprend que c'est un dialogue qui a su s'instaurer avec des entreprises typiquement américaines qui font cet effort, qui essayent de travailler. Les entreprises chinoises qui maintenant veulent accéder au même marché, eh bien, on va bien voir si elles sont capables de faire les mêmes efforts. Et on considère parfois que les efforts que font les entreprises américaines ne sont pas tout à fait suffisants. On verra bien si les entreprises chinoises sont mieux disantes. Après tout, peut-être qu'elles pourraient arriver en disant nous, on va respecter 2 fois plus et vous verrez qu'on sera encore meilleur. Philippe Moiti, tout à l'heure, vous disiez on adore détester Chine. Est-ce qu'il ne faut pas voir derrière Chine quelque chose comme un cheval de Troie d'une agressivité chinoise destinée à saturer les consommateurs européens, à les forcer à consommer, à les endormir autour de cette consommation? D'autant que le marché américain leur est désormais fermé, donc le marché européen, c'est une position de repli et ils sont nombreux. On a parlé de JD.com, qui est un géant du e-commerce qui revient en France, apparemment, cette fois-ci avec la volonté d'y prendre pied. Ils sont extrêmement agressifs. Les dépenses de publicité de Temu sont monstrueuses. Ce site est en France depuis 2 ans. C'est le 3e site de e-commerce en France. Il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour les plus forts, pour ceux qui prendront le pas notamment du commerce agentique, ceux qui seront sur l'intelligence artificielle, ceux qui respecteront les lois et qui accepteront, comme Chine, d'être convoqués, de répondre devant la justice. Finalement, est-ce que Chine ne serait pas en train de redorer son image et d'accepter de coopérer? Et puis là, on discute de commerce en ligne, mais demain, c'est du commerce physique qui va se passer pour Chine, au BHV Marais. Donc peut-être que déjà notre débat est obsolète, parce qu'on va peut-être avoir davantage de Chine physique que de Chine en ligne. Eh bien, le choix aux consommateurs. Merci à tous les trois. Ce débat était absolument passionnant. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. D'abord, on va s'intéresser au prix Goncourt 2025 qui a été attribué à l'heure du déjeuner à Laurent Mauvigné pour La Maison vide aux éditions de Minuit. Et puis au Japon, dans un champ d'azalées, une cabine téléphonique permet de parler aux morts. C'est beau comme un haïku, mais c'est totalement véridique. Avant cela, le mot vedette du jour, Portland, un des cœurs de la résistance anti-Trump aux États-Unis. C'est entendu. The radical left's reign of terror in Portland. Déployer la garde nationale à Portland. Dans les rues de Portland. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Portland, littéralement la terre du port. Fondée en 1851, baptisée à pile ou face, elle a failli s'appeler Boston. Ironie du sort, ce Portland-là n'est pas au bord de la mer, mais au confluent de 2 rivières. Surnommée la Cité des Roses, la ville arbore ses fleurs en tatouage plutôt qu'en parterre et cultive depuis un siècle une tradition contestataire, hier ouvrière et syndicale, aujourd'hui sur le podium des villes pro-migrants, anti-police de l'immigration, anti-Trump. Contestation un jour, contestation toujours. Portland fait donc ce qu'elle sait faire, protester. Le président Trump, lui, crie à l'invasion Antifa et veut faire intervenir 200 gardes nationaux. Pour justifier sa demande, la Maison-Blanche recycle en boucle les images des émeutes de 2020, après la mort de George Floyd, une apocalypse télé en replay.
Sur place, pourtant, ce n'est pas l'émeute, mais la parade. Devant le centre fédéral, ça s'organise comme un carnaval permanent. Tentes bariolées, chorale improvisée, déguisement à l'emporte-pièce. Des grenouilles gonflables se trémoussent sur les B-52 et les pancartes détournent l'apocalypse en slogan potager. Enterrer un fasciste, planter un arbre. Portland, c'est vrai, porte aussi ses cicatrices, drogue, sans-abri, centre cabossé, mais elle exhibe ses médailles, 67% des déchets recyclés, deuxième meilleur score du pays, et une équipe NBA, les Trail Blazers, étendard local au milieu du désordre. Le maire martèle, Portland est une ville, pas une cible militaire. Traduction, une ville de skateurs en bonnet, de slogans ironiques et de balades naturistes à vélo. Bref, Portland reste Portland, une ville qui préfère les défilés aux blindés, un village d'irréductibles hipsterois contre César Trump. Merci pour ce portrait de Bobo City par Olivier Bouquereux. Retour de Marie Bonisseux et Marie Bonisseau. Comment ça va? Il faut que tout rime avec Bouquereux. Et Xavier Maudeux. Voilà, Xavier Mauduit. Alors, cher Xavier, le prix Goncourt, a été décerné à Laurent Mauvigné pour La Maison vide, aux éditions de Minuit. On ne sait rien des discussions des jurés et du président du prix. Par contre, il s'est passé un truc dingue en quoi? 1958. Exactement, 1958, Elisabeth, au matin du 1er décembre 1958, parce que à ce moment-là, c'était en décembre qu'était décerné le prix Goncourt. Un jeune journaliste, il a 22 ans, il travaille pour Paris Presse, il se prépare pour aller couvrir l'événement à sa manière. Il se rend chez Drouan, le restaurant où traditionnellement ont lieu les délibérations. Alors le personnel est en train de s'activer pour préparer l'arrivée du jury, et lui repère le compteur électrique, il fait sauter les plombs. Alors dans la panique générale, il se précipite, il monte les quelques marches, il rentre dans le salon où doivent avoir lieu les délibérations. Il installe un micro dans le lustre et il se cache dans un placard avec son magnétophone. Il est prêt à tout écouter, à tout entendre, c'est sûr, il tient un scoop. Oui, car normalement les délibérations sont secrètes. C'est drôlement secret, d'ailleurs c'est entouré de beaucoup de mystères, de fantasmes même. Quels sont les arguments utilisés par les uns et par les autres pour dire tel ou tel roman? Et puis, n'y a-t-il pas des accords entre les éditeurs? Et ça, on réfléchit. On va dire, très content, le journaliste, il sait qu'il va entendre tout ça. Donc, voici que les membres de l'Académie Goncourt arrivent. Alors, vous avez Jean Giono, vous avez Raymond Queneau, vous avez Hervé Bazin qui vient d'intégrer le jury, vous avez Roland Dorgelès. Que des mecs. Ils sont 10, il n'y a que des mecs. Ils s'installent comme ça, commencent à boulotter, ça discute, et dans l'ambiance enfumée, soudain, quelqu'un tousse. Tous dans le placard, stupeur, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le placard et un journaliste, on le sort. Dorgelès lui tire l'oreille, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors bon, le journaliste est rapidement libéré, il promet de rien divulguer, de ne pas utiliser son enregistrement. Et cette année-là, c'est Francis Walder, un écrivain belge qui obtient le prix Goncourt pour Saint-Germain, ou La Négociation, un roman historique sur les guerres de religion. La paix de Saint-Germain, qui n'a pas été bien utile parce que 2 ans plus tard, c'était le massacre de la Saint-Barthélemy. Bref, ce jeune journaliste, c'est Alain Ayache, le futur grand patron de presse, qui, rendez-vous compte, récidive en 1983, mais cette fois-ci avec un micro directionnel. Il arrive à enregistrer... Dans un parapluie? Oui, non, mais micro, voilà, droit, qui arrive à enregistrer les 90 minutes de délibération qu'il publie dans son journal Le Meilleur, et c'est un véritable scandale parce que oui, l'Académie Goncourt est très à cheval sur le secret, et connaître les coulisses, évidemment, ça fait mal, ça pique, bref, un Goncourt épique. Ah oui, il est là, c'est bien lui. Marie, en plein deuil d'un être cher, un Japonais a inventé quoi? La cabine téléphonique du vent, c'est ça? Parler avec les morts. Ouais, c'est un nom que je trouve incroyablement poétique, c'est les téléphones du vent, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on trouve un vieux combiné qui est relié à rien du tout, à aucun réseau. Mais qu'importe, on vous invite juste à décrocher et à discuter pendant des heures, si vous en avez envie, avec l'être disparu à qui vous n'avez pas tout dit. Alors les premiers qui ont téléphoné au vent, ce sont les très 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 nombreux proches des victimes du tsunami, voilà, du 11 mars 2011 au Japon. À l'époque, dans la ville d'Otsushi, on dénombre 19 759 victimes. Or, justement, au pied de ce qu'on appelle la montagne de la baleine, celle qui surplombe la mer qui a emporté tant de vies, il y a un jeune retraité qui s'appelle Hitaru Sasaki, qui lui possède un immense jardin zen et qui va ouvrir ce jardin aux passants, les invitant à rentrer dans la vieille cabine qu'il a récupérée, qu'il a repeinte en blanc, qu'il a coulée dans du béton. À la base, c'est vraiment un objet de déco.
Mais il s'était mis quelques mois auparavant à utiliser cette cabine pour parler avec son cousin, qu'un cancer avait emporté. Alors d'abord, tout seul dans son coin, tout seul dans son deuil. Et puis Hikaru Sasaki va recevoir peu à peu la visite de milliers de gens. On fait la queue sur sa colline pour accomplir un geste qu'on peut faire partout, parler au vent. Aujourd'hui, raconte le magazine britannique The Observer, qui consacre un long article à ces cabines. Il y en a plus de 500 à travers le monde. Les Américains les appellent des wind phones. Il y en a beaucoup d'ailleurs aux États-Unis. Ils se sont multipliés il y a quelques années après qu'une femme de Caroline du Nord, endeuillée elle aussi, décide de les cartographier sur un site internet. Donc on peut toutes les retrouver. Alors, communiquer avec les morts, c'est pas nouveau. Il y a une cyberpsychologue qui est interviewée dans cet article et qui explique que souvent, en fait, d'ailleurs, à leur début, les nouvelles technologies de communication sont perçus comme un lien possible avec l'au-delà. Edison, en son temps, avait proposé un nécrophone qui, soi-disant, permettait d'appeler les morts. Mais aujourd'hui, paradoxalement, à l'ère du numérique, cet expert souligne qu'on est encore plus habitué à envoyer des messages comme ça dans le vide. On pense que quelqu'un va les recevoir quelque part. Il est plus facile pour nous, aujourd'hui, d'imaginer qu'on va être entendu. Alors, je pense que ça vous parle plus ou moins, cette façon de faire son deuil. Si oui, ça vous parle, il y a 2 cabines en France. Il y en a une à Savigny-l'Évêque dans la Sarthe et une à Saint-Selve en Gironde. Elles seront pour toujours gratuites et ouvertes à tous, puisque c'est vraiment l'esprit de son inventeur japonais qui se veut à l'opposé total de ce qu'on appelle les nouvelles technologies funéraires. Vous savez, ce sont notamment ces entreprises qui vous proposent de recréer un avatar du proche que vous venez de perdre avec toutes ces traces numériques et l'intelligence artificielle. Ce secteur qui brasse désormais plus de 100 milliards d'euros à l'échelle mondiale et que je trouve franchement moins poétique. Largement moins poétique. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, bis morgen.